Avec à tout seigneur, tout honneur, Alexis Brézé, le directeur des rédactions du Figaro, qui a signé l'éditorial du Figaro ce matin, avec Frédéric Dabi, qui nous a accompagnés pendant tout ce scrutin des élections européennes, qui nous a permis de suivre l'évolution de l'opinion publique grâce à son rolling, Tristan Kinomopoil, du service politique du Figaro, et puis, grand reporter au Figaro Magazine, Judith Vintraube. Bonsoir. Alexis, pourquoi cette dissolution? On va invoquer plein de raisons. On va dire des raisons tactiques, il fallait surprendre, il y a des raisons stratégiques, on va faire la preuve que le Rassemblement national, s'il gagne, est nul. Il y a des raisons de fond, il faut donner la parole au peuple, on va dire plein de choses. Et ils essaient de dire plein de choses. Mon sentiment, c'est que si Emmanuel Macron a prononcé la dissolution, c'est parce qu'il a perdu et qu'il ne supporte pas d'avoir perdu. C'est aussi simple que ça. Alors. C'est l'explication, à mon sens, est essentiellement, pas uniquement, aucun phénomène n'a qu'une seule cause, mais essentiellement psychologique. Il faut bien voir que les résultats de ces européennes sont une humiliation totale pour Emmanuel Macron. Il avait promis, juré, craché de réduire, d'endiguer le Rassemblement national, et le Rassemblement national obtient un score historique, qui n'a jamais obtenu plus de 2 fois plus que le parti d'Emmanuel Macron. Il avait son engagement initial, c'était de renvoyer dans le cimetière des idées et de l'histoire les vieux partis, notamment le Parti socialiste, et le Parti socialiste est de retour et fait quasiment jeu égal avec son propre parti. On ne peut pas faire plus grande défaite. Et Emmanuel Macron n'a jamais perdu de sa vie. Il y a eu des législatives qui n'étaient pas bonnes, qui étaient une déception, mais il n'a jamais perdu d'élection. Les macronistes n'ont jamais perdu d'élection. Et lui, il ne supporte pas de perdre. C'est une blessure narcissique dont on ne peut qu'imaginer l'importance. Et pour compenser cette blessure narcissique, mon sentiment, c'est qu'il fallait créer autre chose, une audace, une façon de se comporter, de reprendre l'avantage. Un choc. Mais c'est vraiment, ça relève de la psychologie. Il fallait effacer par une audace cette blessure narcissique. Judith, oui. Est-ce qu'il était entouré quand il a pris cette décision? Est-ce qu'on sait comment il l'a prise, cette décision? Non, pas vraiment, parce qu'on sait qu'il a eu le 30 un dîner avec quelques anciens sarkozystes comme Pierre Charon, avec Bruno Roger-Petit, qui était son ancien chargé de com. Mais en fait, sa décision était prise à ce moment-là. Donc, elle n'a pas été soumise à discussion, et c'est là que Alexis a parfaitement raison de pointer la dimension psychologique de la décision. Dimension psychologique qu'on voit d'ailleurs dans sa déclaration quand il dit « je préfère écrire l'histoire plutôt que la subir ». C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il a une formule qui, moi, m'a semblé un petit peu bizarre dans cette déclaration, quand il explique aux Français « à vous de décider votre avenir parlementaire ». Qu'est-ce que c'est un avenir parlementaire? C'est l'avenir de la France qui est en jeu. Ça, c'est une façon de s'exonérer à l'avance, lui président, alors que le désaveu le concerne en premier lieu. C'est lui qui enregistre cet échec cinglant. C'est l'avenir parlementaire dont il est question. Il aurait pu remettre sa démission, pourquoi pas, mais là, il déplace la responsabilité. Il avait d'autres options, Frédéric Dabi. Oui. Vous ne l'aviez pas imaginé, ça, qu'il puisse c'est une question que personne ne se pose. C'est une décision, ça fait partie des armes de destruction massive du président de la République. Il avait une solution, ne rien faire. Quand on regarde l'histoire des élections européennes, jamais après une élection européenne, il y a eu un remaniement d'importance, un changement de Premier ministre, et a fortiori une dissolution. Il aurait pu, comme on l'entendait dire, enjamber l'élection, reprendre son mantra d'il y a quelques semaines, à une élection européenne, il faudra donner des enseignements européens. Mais je partage ce que Alexis et Judith viennent de dire. La défaite est absolument terrible. Elle est peut-être moins pire que celle de François Hollande en 2014, qui avait fini 3e, mais il avait déjà été vacciné par la défaite avec les 170 villes perdues aux élections municipales. Moi, ce qui me frappe, c'est que sa base l'a lâché. Dans notre sondage jour du vote, IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, seul un électeur d'Emmanuel Macron sur 2 présidentielles, premier tour, a choisi la liste de Valérie Hayer. Sa base s'est absolument écroulée. Pour la première fois sous la Ve République, les retraités ont d'abord voté
pour la liste du RN, puis pour la liste de Valérie Hayer. Et clairement, la lecture, le narratif qu'ont fait les Français de ce scrutin, c'est la sanction. Quand on leur demande, par votre vote, qu'avez-vous voulu signifier, on a 44% d'électeurs, 10 points de plus qu'en 2014, qui ont dit, par mon vote, j'ai voulu sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Tout ça annonce des législatives extrêmement difficiles. Alors, Tristan, on a le président de la République, quand il s'est exprimé hier, il a dit « J'ai entendu le message, il est clair ». Mais on a envie de lui dire, mais est-ce que sa politique était très claire à lui ? Je pense qu'il a compris partiellement le message. Il est persuadé que la sanction, elle concerne son gouvernement, son Premier ministre éventuellement, et sa majorité. On l'a vu tout au long de la campagne, il était ulcéré, agacé par la façon dont la campagne était menée. Il en voulait à son Premier ministre, qu'il venait de nommer en janvier dernier, sur sa façon de ne pas vouloir faire campagne. Finalement, il s'est résolu à le faire sur pression de l'Élysée. Il en voulait à son gouvernement de ne pas assez se mobiliser, et donc à la fin, il demandait à ses ministres de le faire. Et puis, il en veut de longue date à sa majorité. Hier, quand il prend la parole, il dissout le Parlement, éventuellement son futur gouvernement, le 7 juillet, mais pas lui-même. Et d'ailleurs, il le dit dans son intervention. Il dit qu'il est le seul dans la vie politique à ne pas avoir d'échéance personnelle, puisqu'il ne pourra pas se représenter en 2027. Il dissout tout le monde sauf lui-même, puisque la sanction s'adresse aux autres, mais pas à lui-même. Alors que si on regarde la campagne, ce qui est frappant, c'est c'est de bout en bout sa campagne. C'est pour ça aussi que cette défaite est humiliante. C'est que de bout en bout, depuis le premier jour, les histoires de l'Ukraine, en passant par le discours de la Sorbonne et ses interventions télévisées à peu près tous les 2 jours, et encore je dois être en dessous de la vérité, et à la fin tous les jours, et je ne parle pas du 6 juin, où là c'était 3 à 4 fois par jour, l'implication d'Emmanuel Macron dans la campagne a été totale, absolue, constante. Et donc non, il ne faut pas ça ne peut pas être de sa faute, puisque lui ne peut pas perdre, ce sont les autres qui ont perdu, et le meilleur moyen de prouver que ce sont les autres qui ont perdu, c'est de se lancer dans une nouvelle aventure qu'il espère, qu'il prétend, je ne sais pas, pouvoir gagner. Là, c'est quand même très curieux, parce que si on réfléchit rationnellement, qu'est-ce qui pourrait faire que dans 3 semaines, les Français votent différemment de ce qu'ils ont voté là. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que tout à coup, ils auraient peur de leur vote, et tous ces électeurs, ces 30% d'électeurs qui ont voté RN, tout à coup, commenceraient à changer d'avis. Ça supposerait peut-être que les causes qui ont créé le vote RN aient disparu. C'est très, 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 très loin d'être le cas. Autre hypothèse, qui est une masse. Et alors ça, pas mal de macronistes l'espèrent, y croient, mais Frédéric Dabi va nous dire que ça n'existe pas. Qui est, parmi les abstentionnistes, une espèce d'immense majorité de macronistes. Que l'abstentionnisme soit... Il y en avait, il y en a. Il y en avait comme partout. Comme partout. L'abstention, c'est toujours réparti de façon à peu près équivalente entre les différentes parties. Alors, il y a quelquefois des variations différentielles. Mais l'idée de se dire qu'il y a une armée de réserve parmi les abstentionnistes, l'histoire a montré que ça n'existait jamais. Et qu'on mobiliserait avec tout sauf le RN, qui n'a déjà pas fonctionné aux européennes, et qui fonctionnerait, on ne sait pas par quel miracle, aux législatives. Alors, avant de vous passer la parole, on va écouter justement les arguments des uns et des autres. Vous allez voir. Il n'y avait pas d'autre choix, il y a toujours d'autres choix. Moi, je considère qu'il y a toujours différents chemins qui s'offrent à nous. Vous savez que moi, je suis une fervente partisane des accords, des ententes, des recherches de compromis, de consensus. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, avec des forces politiques dissemblables. Et donc moi, je pense qu'il y avait un autre chemin qui était le chemin d'une coalition, d'un pacte de gouvernement. Il a choisi de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire de renvoyer chez eux les seuls qui avaient une légitimité jusqu'à cette heure, plus grande que la sienne. Mais il faut bien admettre qu'il a eu raison de dissoudre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus aucune légitimité pour continuer la politique qui est la sienne. Alors, c'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon approuve sa dissolution. Et la présidente de l'Assemblée nationale, qui va perdre évidemment son poste au perchoir, disait il y a autre chose à faire. Alors, Frédéric, vous vouliez dire ? Déjà, le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est du trumpisme. C'est une remise en cause de la légitimité. En quoi le président Macron a une légitimité inférieure ou même supérieure à celle des députés. Ce sont des légitimités différentes. La différence avec 1997, c'est que la droite, à l'époque, malgré le danger de la dissolution... Ça, vous parlez de la dissolution de 97, la dernière, il y a maintenant
27 ans, on s'en souvient à l'IFOP, on avait une droite extrêmement unie. On n'avait pas vu à l'époque le président de l'Assemblée torpiller la dissolution. Et pour revenir sur ce qu'a dit Alexis, effectivement, là où cette élection est extrêmement inédite, c'est une élection nationale qui aura lieu dans 3 semaines, qui va succéder à une élection à une dimension nationale. Comment peut-on imaginer qu'on ait un rapport de force extrêmement différent, quand bien même ce n'est pas la même élection, 2 tours contre 1 tour, proportionnel versus majoritaire. On peut imaginer un tout sauf RN au second tour. On a vu ce qui s'est passé en 2022 avec 89 députés RN élus en duel, ce qui n'était jamais arrivé. Il y a peut-être le poids des sortants, mais tout ça quand même est extrêmement hasardeux, risqué, même si, et là je rejoins ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, il y a une part de clarification. Mais en tout cas, un Premier ministre qui n'est peut-être pas extrêmement satisfait de voir son bail s'arrêter à moins de 6 mois, tout ça fait clairement désordre. Tristan, on va beaucoup parler du Rassemblement national et de la majorité présidentielle. Puisque Mélenchon, on vient de l'écouter là, est-ce que, à votre avis, la gauche peut se réunir autour de Mélenchon ou au contraire, avec le score de Raphaël Glucksmann, qui est un peu supérieur, de 4 points à celui de Manon Aubry, eh bien, ça paraît difficile. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il soutient cette dissolution, il semble la regarder d'un bon œil. En réalité, a priori, c'est pas celui qui a le plus à y gagner, parce que la dernière fois, en 2022, il avait réussi à faire un certain casse à l'Assemblée grâce à la NUPS qu'il avait réussi à imposer aux autres partenaires de gauche. Il avait réussi à l'imposer parce qu'ils étaient extrêmement faibles lors de l'élection présidentielle. Le PS s'était totalement écroulé à un score inédit. Les écologistes étaient passés à côté de cette élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, avait réussi à un score très, 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 très important. Il avait progressé. Du coup, il avait pu imposer ses conditions aux autres. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Certes, les Insoumis résistent bien puisqu'ils font quasiment 10% hier. Donc, c'est plus qu'en 2019. Au vu des polémiques, on peut considérer qu'ils ont atteint un niveau qui est quand même assez correct. Mais ce sont les socialistes qui ont rebondi hier. Et du coup, ça va être compliqué pour lui d'imposer aux autres ses choix. On peut imaginer, Alexis, que si le résultat est vraiment détestable pour lui et très 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 mauvais dans 3 semaines, 1 mois, eh bien le président de la République jette l'éponge. Alors là, on revient à des questions de psychologie. Et puisque vous avez commencé comme ça. Oui, mais le passé récent va nous prouver qu'on ne pouvait pas les prévoir. Ce qui est sûr, c'est que la question sera évidemment posée. À chaque épisode de cohabitation, cette question est posée. Avec Frédéric, on a un peu d'ancienneté dans ce métier, et on se souvient que ça s'est posé au moment de la première cohabitation. Est-ce qu'il faut cohabiter avec François Mitterrand ? Raymond Barre était contre, par et exemple. la plupart disaient non, il faut qu'il s'en aille. Alors finalement, c'était Édouard Balladur qui était Premier ministre. Enfin, à chaque cohabitation se pose la question de faut-il y aller ou faut-il pas y aller ? Et il y a toujours des gens pour dire non, là maintenant, il faut partir, le peuple vient de trancher, n'insistez pas. Et c'est vrai que là, dans l'hypothèse où vous vous placez, qui est qu'il perdrait totalement, c'est-à-dire que le Rassemblement national aurait la majorité absolue. Il faut qu'on examine ce point. Mais par hypothèse, mettons-nous là. Si c'est le cas, c'est vrai que ça serait 2 défaites successives, 2 défaites violentes. La première qui serait liée aux circonstances, au calendrier. On peut dire qu'il n'y peut rien, encore que c'est lui qui a mené campagne, donc il a quand même une responsabilité, et pas nulle. Mais la deuxième lui devrait tout, puisque c'est lui qui aurait choisi le moment, le terrain, le sujet, la campagne, puisque c'est lui qui va mener campagne. Ici, à nouveau, les bâtisses, ce qui est sûr, je ne sais pas ce qu'il décidera de faire, les institutions ne l'obligent en aucun cas à démissionner, il peut absolument rester, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des voix, peut-être au RN, alors il faut faire attention, ils ne vont sûrement pas le dire trop vite pour ne pas avoir l'air de factieux et de déranger, mais il y aura évidemment des voix pour lui demander de partir, et des électeurs pour espérer, et c'est sans doute à mon avis dans la dynamique de campagne quelque chose qui peut compter, pour espérer qu'une défaite l'oblige à partir. Alors justement, précisément, pour éviter cette défaite et pour éviter cette raclée, eh bien, beaucoup appellent, dans la majorité présidentielle, à constituer ce qu'on appelle un front républicain. Alors on va les écouter et on va tout de suite en débattre. Je souhaite que tous ceux qui veulent partager un projet républicain peuvent... Mais c'est qui ? Donnez-nous des noms, qu'on voit à peu près l'idée. On a travaillé avec des gens François-Xavier Bellamy, à droite, Raphaël des Glucksmann, gens raisonnables à gauche. Et donc, c'est à eux de répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous n'avons évidemment pas l'intention
de nous allier, de nous dissoudre, de nous renier. Nous continuerons de défendre nos convictions et ma certitude, c'est que les Français sauront faire confiance à une famille politique de droite qui défend aujourd'hui ce dont le pays a besoin. Alors, François-Xavier Bellamy, qui était la tête de liste des Républicains et qui, lui, dit absolument pas, c'est absolument pas à l'ordre du jour pour nous, il faut qu'on garde notre identité. Stéphane Séjourné, qu'on connaît pas très bien, qui est ministre des Affaires étrangères, et on avait un peu oublié qu'il était aussi le patron du parti Renaissance du président de la République, qui, lui, essaye d'échafauder une majorité, un camp, un front anti-Le Pen, en fait. Hein, c'est un peu ça, anti-Bardella. Ça marche plus, ça. On l'a vu aux élections européennes, ça a été un des principaux leviers de la campagne de la majorité. Hein. On aurait créé ce duo, RN fait majorité, parler du danger de l'extrême droite, parler parfois à juste titre de ces changements de pied sur l'Europe, sur l'euro. Ça n'a absolument pas marché parce que pour une partie presque majoritaire des Français, en tout cas très importante, le RN n'est plus le FN d'avant. Le vote d'adhésion à l'égard du RN devient quasiment majoritaire. Par rapport à LFI, bordélisant, brouillon, tribunicien, le RN apparaît comme une alternative. Et puis, sociologiquement, le RN n'a plus rien à voir avec le FN d'avant, avec l'alliage de 3 dimensions, le jean-marisme, c'est-à-dire des scores très élevés, plus de 50% dans les segments comme les catégories populaires, les jeunes et les sans diplôme, des percées dans des segments qui étaient avant des citadelles imprenables, les personnes âgées, les cadres supérieurs, et puis cette France du travail, 41% dans notre sondage jour du vote IFOP fiducial pour le Figaro, des salariés du privé qui ont voté pour la liste Bardella. On peut perdre une élection présidentielle bien qu'en ayant gagné le vote des retraités, Giscard d'Estaing en 81, Sarkozy en 2012, on ne peut pas gagner sans la France du travail. Donc cette stratégie de diabolisation du RN ne marche plus. Elle peut marcher ça et là dans un second tour présidentiel, dans une logique d'élimination, mais globalement, cette stratégie unique est vouée à sa perte, mais ça fait maintenant une dizaine d'années que ça ne marche pas. On n'est plus en 2002, Judith. On n'est plus en 2002. Alors, le ressort, il faut absolument éviter le RN, est cassé. On vient tous de le dire. En plus, le RN a une répartition géographique absolument étale. Sur tout le territoire, même la Bretagne. Il est arrivé en tête dans 97 départements. La carte du Figaro du jour est incroyable. 101, 97 départements sur 101, et dans 93% des communes, des 35 000 communes de France. Donc, ce qu'envisage Stéphane Séjourné, qui est en fait une ressucée de la même stratégie, c'est même pas on soutiendra le candidat non RN et non LFI, puisque dans sa tête c'est non LFI, qui aura une chance de l'emporter. C'est à condition qu'il ranie notre projet. Donc, raison de plus de ne pas y réussir. En plus, on est dans une élection à 2 tours. On en parlera sans doute plus tard dans l'émission, mais où les alliances de premier tour semblent extrêmement compliquées à gauche comme à droite. Donc, il suffit d'arriver en tête, comme le RN est en capacité de le faire dans la majeure partie des circonscriptions, pour avoir une très bonne chance de l'emporter. Et il y a, me semble-t-il, un deuxième point qui rend quasi impossible cette conquête d'alliés contre le RN, c'est que personne n'a aujourd'hui, vu les circonstances, vu la dynamique et vu la raclée que les macronistes viennent de se prendre, personne n'a envie de rejoindre les macronistes. Personne n'a envie de monter sur le Titanic. Et encore, c'est pas le Titanic, c'est le radeau de la Méduse. Est-ce que vous croyez que... Ça se termine mal des deux côtés. Le radeau de la Méduse, on se bouffe à la fin. Est-ce que vous pensez que les partisans de Glucksmann vont dire « Ah oui, tiens, on va faire un bout de chemin avec Macron », alors qu'ils disent ce président-là est en train de donner les clés du pouvoir à ce que nous, on déteste le plus au monde, c'est le Rassemblement national. Mais ils ne vont pas du tout s'allier avec Emmanuel Macron. Et pareil pour les LR. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que le ressort gagnant des européennes, c'était l'antimacronisme, ils ne vont pas aujourd'hui dire « Ah oui, on va faire affaire avec Emmanuel Macron ». De mon point de vue, ça n'a absolument aucune chance d'advenir. Néanmoins, Tristan, dans chaque parti, ça doit actuellement... on n'est pas loin de la crise ou de la rupture entre ceux majoritairement qui veulent garder leur identité, qui ne veulent pas céder à cette tentation, puis quelques-uns quand même qui se disent pourquoi pas ?
Oui, effectivement, il y a des discussions. Chez LR, au PS, partout, quoi. Mais Stéphane Séjourné, il met un peu la charrue avant les bœufs. Puisque notre vie politique est de plus en plus fragmentée, que notre Ve République prend des contours de plus en plus parlementaristes, eh bien, il faut regarder ce qui se passe dans les régimes parlementaires. Et dans les régimes parlementaires, on vote et on discute après. Et on négocie en fonction des résultats, des rapports de force qui sont sortis des urnes. On ne discute pas avant. Et là, c'est le contraire. Et là, il fait le contraire. Et donc, on ne voit pas très bien pourquoi, effectivement, des perdants iraient s'allier avec d'autres perdants pour finalement arriver à un résultat qui est assez imprécis, se fondre finalement entre partis. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'analyse qui est faite. Il faudrait plutôt essayer de discuter après pour empêcher éventuellement le RN de gouverner. Par exemple, le RN pourrait gagner les élections, mais ne pas avoir, on en discutera peut-être après, mais gagner les élections, mais ne pas avoir de majorité absolue. Et auquel cas, alors, peut-être que des discussions peuvent avoir lieu entre les autres partis pour essayer de passer des textes comme on l'a vu ces derniers mois, texte par texte, trouver des majorités précaires peut-être, mais voilà, c'est après coup qu'il peut y avoir des discussions. Alors, il risque d'y avoir aussi pas mal de défections dans la majorité présidentielle, énormément de députés qui ne veulent pas repartir au combat dans leur circonscription. Oui, alors là, je ne suis pas d'assez près la vie du macronisme pour répondre précisément sur ce point. Mais effectivement, partir battu d'avance, subir une défaite humiliante, s'agissant de gens qui, pour beaucoup, n'ont pas fait l'essentiel de leur carrière en politique. Oui, donc un ancrage, c'est ça. Voilà, ils n'ont pas d'ancrage. Parfois, ils avaient même des métiers, des vrais métiers, avant de faire de la politique, donc des solutions de repli. Éviter la grande claque, ça peut être un puissant moteur pour ne pas être à nouveau candidat. Et pour corroborer ce que dit Judith, il ne faut pas oublier qu'en 2022, il y a eu énormément de circonscriptions, peut-être une petite centaine, où la victoire a été extrêmement serrée. Madame Borne l'a emporté avec 52,5%. J'ai en tête quelques députés macronistes qui l'ont emporté entre 4 voix et 100 voix d'avance. 2 ans après un quinquennat extrêmement compliqué, un vote sanction qui ne pourra pas ne pas jouer un rôle central dans cette campagne. Je ne dis pas que c'est une défaite assurée, il ne faut absolument jamais dire ça, mais ça rend, on n'est pas dans l'élection législative que l'on connaît depuis 2002, c'est-à-dire dans le droit fil d'une victoire à l'élection présidentielle pour le camp majoritaire. Et même en 2022, quand ça se passe mal, il y a une majorité relative. Donc tout ça va faire peut-être réfléchir beaucoup de députés sortants. Alors ça veut dire que s'il n'y a pas de sursaut, comme vous l'avez très justement et bien expliqué, le macronisme est mort. C'est vrai que déjà le résultat des européennes, alors parler de constat de décès, c'est peut-être trop fort, mais enfin, c'est quand même un très, très, très rude coup porté au macronisme, sachant que de toute façon, il n'y aura plus de Macron dans 3 ans. Ouais. Donc déjà, on est déjà mécaniquement, par la simple force du calendrier, dans l'après-Macron, puisque maintenant, on le voit, et on va le voir pendant cette campagne, qu'il s'agisse des partisans d'Édouard Philippe, de ceux de Gabriel Attal, enfin, dans le propre camp d'Emmanuel Macron, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aborder la suite et préparer quelque chose, si tant est que quelque chose puisse être préparé. Donc c'est vrai que si là, Emmanuel Macron perd les élections, la fin du macronisme aura été anticipée de quelques années, de quelques mois. Alors, tout ce qu'on se dit là, ça a traversé évidemment la tête d'Emmanuel Macron. Il est peut-être original dans ses réflexions et il a peut-être une rationalité différente de la nôtre, mais néanmoins, c'est tellement évident qu'il y a pensé aussi. Donc, on est obligé d'examiner aussi l'hypothèse du cynisme et du scénario du pire. Ils veulent le RN. Le RN aura le pouvoir. Je nommerai un Premier ministre issu des rangs du RN, donc Jordan Bardella, puisque selon toute plausibilité, c'est lui que Marine Le Pen va déléguer à Matignon. Il sera néanmoins pas candidat aux législatives. Oui. Les Français verront bien que ça ne marche pas, et finalement, j'aurais évité peut-être à la France qu'un président RN me succède. Mais alors ça serait une très grande preuve. C'est pour ça que j'ai du mal à y croire, d'altruisme de sa part. C'est-à-dire d'altruisme pour lui, mais pas pour les Français, oui. Il déciderait de se priver des 3 dernières années qui lui restent, et on sait qu'il est terriblement angoissé à l'idée que tout ça finisse. Il décidait de s'en priver pour
favoriser peut-être son successeur. L'élection peut-être de Gabriel Attal ou peut-être d'Édouard Philippe. J'ai du mal à croire ce scénario. Édouard Philippe qui a rendez-vous avec le président, qui a eu rendez-vous dans la journée. C'est un rude coup pour lui, quand même. Oui, le président a d'une certaine façon coupé l'herbe sous le pied d'Édouard Philippe. On savait qu'Édouard Philippe préparait l'après-Macron qu'il souhaitait enclencher donc, après ces européennes, en activant le transfert de quelques députés LR avec qui il discutait pour les faire venir au sein d'Horizon, pour préparer les municipales avec des alliances locales avec la droite, donc c'est-à-dire prendre ses distances petit à petit avec le macronisme. Et là, évidemment, ça l'embête un petit peu ce scénario parce que les macronistes veulent resserrer les rangs, faire bloc. Et donc, Édouard Philippe va devoir faire le choix de s'installer sous la bannière de la majorité ou alors de trancher et de partir, jouer une aventure solo. Mais ce n'est pas vraiment le moment idéal pour le faire. Donc effectivement, ce n'est pas le scénario idéal pour Édouard Philippe en ce moment. Alors, les vainqueurs, c'est le grand vainqueur, le parti vainqueur, c'est le Rassemblement National, sans alliés d'ailleurs. Et d'ailleurs, il a dit aussi, ce Rassemblement National, par la voix de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, qui ne voulait pas d'alliés pour les élections législatives. Est-ce que le Rassemblement National peut viser la majorité absolue le 7 juillet au soir, soir du deuxième tour des élections législatives? Frédéric, vous avez la parole. Oui, question difficile sans la moindre donnée en poche. Bien sûr. Il la vise, c'est sûr. Merci Alexis, vous m'aidez. Il vise bien sûr la majorité absolue. En tout cas, quand on a regardé, on a fait quelques enquêtes, notamment pour le Journal du Dimanche, il y a quelques mois, sur des projections législatives, on avait une progression de 5 à 6 points du RN par rapport à son score de premier tour, ce qui lui assurait mathématiquement au moins un groupe de 200 à 250 personnes. Il y a d'autres projections qui ont donné une majorité absolue. En tout cas, c'est clair que le RN va être sans doute la force qui va être en tête au soir du premier tour, quand bien même la gauche essaye de s'allier, et comme en 2022, elle avait disputé à un demi-point près, à un dixième de point près, la première place. Le RN, son problème est double. D'une part, il y a un problème géographique, alors qui ne se voit pas avec les cartes qu'on a vues ce matin dans le Figaro. Il y a je crois qu'il y a très peu de députés RN dans les grandes métropoles. Quand on voit le vote de Paris, de Lyon, de Montpellier, de toute une série, même de Lille, de grandes agglomérations, le RN n'existe pas. Je crois qu'à Paris, la liste Bardella fait 10 ou 11, j'ai plus le chiffre. Voilà. C'est quand même, il y a Paris et le reste de la France. Il y a les métropoles et c'est quand même toute une série de députés qui sont pas gagnables. Il y a également, même si ce plafond de verre a été complètement crevé en 2022, il y a le problème du second tour. Est-ce que, et peut-être là, autant ça n'a pas marché aux élections européennes, autant ça peut mieux fonctionner au soir du premier tour, un tout sauf Le Pen, un tout sauf Bardella, qui ferait que, dans le cadre de duel entre la gauche et le RN, mais quelle gauche? Si c'était une gauche LFI, je doute que la droite ou les macronistes votent pour ces candidats-là, ou des seconds tours droite RN ou Renaissance RN, qu'il y ait des surplus de voix et que le RN qui fasse un très bon score au premier tour, un candidat, soit battu au second tour. Ça paraissait l'évidence en 2022, l'évidence parce que au cours des 30 dernières années, sauf seulement Yann Pia, ça remonte à très longtemps, avait gagné en duel, ça a été battu en brèche 89 fois. Judith, s'ils ont la majorité absolue, même s'ils ont la majorité relative, ils seront appelés à gouverner. Oui. Il y a une rumeur, est-ce qu'ils sont prêts? Alors évidemment, c'est la grande question. Quand on regarde les éléments de programme qu'ils ont déjà commencé à diffuser, on se gratte la tête. En vrac, annulation de la réforme des retraites et retour à la retraite à 60 ans, des mesures sociales, enfin tout le côté social du programme économique du Rassemblement National dont François Hollande disait, on dirait le programme du Parti communiste des années 80, vous savez, mais François Hollande a rarement dit quelque chose de plus juste, c'était exactement ça. Et puis il y a un problème de ressources
humaines, parce que le Rassemblement national a eu beau travailler énormément ses réseaux, y compris dans l'appareil d'État, chez les hauts fonctionnaires, dans les grands corps, dans la police, dans la justice aussi. Dans le monde de l'entreprise aussi. Dans le monde de l'entreprise, ça reste loin d'être équivalent aux partis établis depuis longtemps. Donc, problème d'absence de pratique, ce qui fait son charme aux yeux d'une partie des électeurs qui ont voté pour lui, c'est-à-dire au moins, lui, on ne l'a jamais essayé, c'est aussi son plus gros handicap. Mmh. Alexis, avec un Premier ministre qui serait alors Jordan Bardella. Et ça, c'est quand même une dimension qui est importante. Tout à l'heure, Frédéric parlait du réflexe anti-Bardella. Ouais. On a tout à l'heure évoqué le fait que finalement, le Front républicain contre le Rassemblement national ne fonctionnait plus. Je pense qu'il fonctionne d'autant moins que le Rassemblement national n'est plus le Front national de Jean-Marie Le Pen, mais Jordan Bardella, dans l'imaginaire collectif, n'est pas Marine Le Pen. Aujourd'hui, Jordan Bardella ne fait pas peur. Pour la majorité des gens, c'est encore un degré de moins dans l'inquiétude qu'il peut susciter que Marine Le Pen. Et peut-être même que le fait qu'ils soient en situation de cohabitation peut être encore un élément qui rassure. Ouais, bon, bien sûr, oui, ils ne sont pas très au point, leur programme, on ne sait pas trop ce que c'est, mais de toute façon, il y aura quand même encore Macron qui sera au-dessus. Ça va être intéressant de voir dans la dynamique de campagne, il va y avoir, je pense, quelque chose d'extrêmement fort qui va être l'antimacronisme. On l'a vu aux européennes. Évidemment, ça va se rejouer aux législatives. Et le Rassemblement national va faire fond là-dessus. Mais les autres partis aussi, puisqu'au fond, c'est le meilleur ressort aujourd'hui pour faire un score aux élections, c'est de dire qu'on est contre Macron. Donc tout le monde va être contre Macron. Et puis il y avait en force inverse, qui est l'inquiétude que peut susciter une éventuelle victoire du Rassemblement national, tempérée par le fait que c'est le Rassemblement national mené par Jordan Bardella, dans le cadre d'une cohabitation. C'est quand même deux degrés de bémol à l'inquiétude que ça peut susciter. Et alors, que devient, Tristan, Reconquête et Éric Zemmour dans cette histoire, puisque on sait que Marion Maréchal est tentée, pourrait même rejoindre le Rassemblement national. Il va y avoir des discussions entre Marion Maréchal et Marine Le Pen. Elles ont commencé aujourd'hui. C'est vrai que c'est des électorats qui sont très différents. L'électorat RN, en quoi, d'ailleurs, populaire, beaucoup plus précaire, tandis que l'électorat, évidemment, de Reconquête, et donc de Marion Maréchal, c'est davantage un électorat qui est issu traditionnellement de la droite conservatrice, notamment. Plus bourgeois. Plus âgé aussi. Plus âgé, effectivement. Donc, effectivement, s'il y avait une alliance, ça pourrait se compléter, notamment pour pallier le risque de ne pas avoir une majorité absolue. Donc, des alliances peuvent avoir lieu pour et notamment dans les villes où Reconquête est plus fort. Exactement, tout à fait, c'est vrai. Le RN, notamment à Paris, dans certains quartiers notamment, fait des scores importants. Mais encore faut-il dépasser on va dire le passé, en l'occurrence. Les inimitiés. Les inimitiés, effectivement. Les rancœurs. Qui ont surgi, évidemment, lors de la campagne présidentielle de 2022, effectivement. Mais je reviens effectivement sur la question du casting. Les macronistes appuient en ce moment, demandent à faire quelque chose d'assez inédit, c'est demandent au RN de présenter son gouvernement maintenant, avant l'élection, d'avoir une sorte de gouvernement fantôme, comme on dit au Royaume-Uni, pour savoir qui serait, par exemple... Shadow cabinet. Exactement, en bon français. Qui serait ministre de l'Intérieur, par exemple. Gérald Darmanin a demandé ça hier à son interlocuteur du RN. C'est tout le jeu en ce moment des macronistes de faire peur, ou en tout cas de montrer l'imminence de la possibilité de l'accession du RN au pouvoir. C'est bientôt les Jeux Olympiques. On le voit aujourd'hui, la bourse qui chute avec des taux d'emprunt qui augmentent. Donc on demande au RN qui serait ministre de l'économie et quelle politique il suivrait. Donc c'est toute la stratégie de demander de faire des cas pratiques en ce moment. La campagne va être, à mon avis, parsemée comme ça de cas pratiques distribués aux candidats du RN. Judith, est-ce qu'il pourrait y avoir des élus ou des figures des Républicains qui rejoignent dans ces conditions, peut-être pas le parti, mais un gouvernement ou se rallient à une majorité Rassemblement national. Comme Tristan, je pense qu'une fois connu le résultat des législatives, le champ des possibles s'ouvre. Ouais. Avant, non. On ne voit pas Éric Ciotti, par exemple, qui ne peut pas s'aliéner le RN
parce qu'il lorgne sur Nice au municipal, dire aujourd'hui je vais faire alliance avec le RN. Il dit aussi je ne ferai jamais d'alliance avec les macronistes, mais après ça devient extrêmement possible. Alors, je citais Éric Ciotti, mais je ne veux pas personnaliser. Il faudra voir. Mais même Christian Estrosi fait bien attention de ne pas dire de mal de Bardella. Bien sûr. Donc en fait, les lignes peuvent quand même bouger, et la traite d'un portefeuille ministériel, ça dans un scénario, ça en s'exerce fait, sur tous les êtres humains. à l'allemande, en Allemagne, on se compte, on se met autour d'une table entre gens potentiellement compatibles, on discute d'un programme, et une fois que c'est fait, et ça peut prendre des semaines, on l'a vu en Allemagne, on se met ensemble pour gouverner. C'est-à-dire tout le contraire du débauchage auquel Emmanuel Macron veut procéder. La question, me semble-t-il, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella, le voudront-ils ? Voudront-ils s'élargir ? Voudront-ils jouer l'ouverture ? Voudront-ils... S'ils n'ont pas 289 députés, oui, il faudra quand même qu'ils donnent des signes un peu avant de cette volonté de faire affaire. Ou est-ce qu'ils diront, de toute façon, on a les moyens arithmétiquement de gagner tout seul, on n'a besoin de personne, on y va tout seul, et puis à la fin, vous nous rejoindrez. Les supplétifs qui veulent nous rejoindront, mais on ne fera rien. Oui, c'est une des questions qui va se poser dans les jours. Après, oui. Si les discussions se font après, cet argument tombe. Mais je pense que malgré tout, il y a quand même des signaux qui vont être donnés avant, notamment vis-à-vis de Reconquête. Non, je partage ce que dit Alexis. L'URN n'a jamais été dans une culture d'alliance. On se souvient de l'alliance très éphémère avec Nicolas Dupont-Aignan entre les deux tours de la présidentielle de 2017. Et puis l'URN est en situation de rapport de force absolu. Reconquête, c'est plus des électeurs qui sont des réservoirs de voix, ainsi qu'une partie de l'électorat de droite. Une partie de l'électorat macronisme, dans notre sondage aujourd'hui vote, un électeur Macron 2022 sur 10 a choisi Jordan Bardella au premier tour, aux européennes. Ça montre à quel point Bardella ne porte pas le stigmate de la marque Le Pen et peut être relativement attrape-tout. Je pense que le RN n'est pas dans cette culture-là. Et puis, on ne peut pas être dans un système à l'allemande parce que tout simplement, on n'a pas du tout le même mode de scrutin. C'est plus facile sur une proportionnelle intégrale façon législative 86 que notre système majoritaire à deux tours. Il est vrai que dans les pays, en Allemagne par exemple, dans les régimes parlementaires, c'est des discussions de parti à parti. On imagine mal aujourd'hui LR d'un seul bloc négocier avec l'un des vainqueurs. En réalité, il va y avoir des doubles discussions. On peut imaginer Gérard Larcher et Xavier Bertrand avec les macronistes qui discutent de leur côté. Peut-être même que ça se passera dans les circonscriptions sans que Gérard Larcher ni Éric Ciotti soient au courant. Parce que c'est des législatives, ça va se jouer. Je me retire le tien, tu retires le tien, j'appelle à voter. On l'a vu d'ailleurs pas le passé. C'est comme ça que ça se passe. Il y a 577 cas différents. Ouais. Mais moi, je me fondais sur les chiffres donnés par Frédéric, sur les estimations. Si le RN peut gagner 200 à 250 circonscriptions, il lui en manque 49. Encore une fois, les discussions se feront après. Oui, mais les 200, 250, c'était avant les européennes. Donc là, il y a quand même une dynamique maintenant qui est que il faut quand même prendre en compte les effets. Raison de plus. Il faut mais les effets incroyablement amplificateurs du scrutin majoritaire. Un scénario. On perd ça en tête, on se dit avec 30%, on a 30% des députés. Non, avec 30% dans toutes les circonscriptions, tout ça est absolument. La Chambre rose de 81, c'est un PS à 34 au premier tour. Et faut pas oublier ça. Et ils arrivent avec une majorité de combien ? Quasiment 350 députés. Oui, donc on a quand même un mode de scrutin qui amplifie. C'est pour ça que le RN peut se dire on a besoin de personne, on va gagner tout seul. Il faut que vous suiviez tous les lundis soirs le club Le Figaro Politique pour être au plus près de ce qui se passe et d'ici aux élections législatives, on va vous informer. Alors maintenant, c'est l'heure des coups de cœur et des coups de griffe. Généralement, enfin vous faites ce que vous voulez, mais je suggère de commencer plutôt par les coups de griffe. Un coup de griffe, désolé. On va parler d'autre chose. Mais si j'ai ne vous inquiétez pas, Frédéric. Alors, on va commencer par Judith, alors. Alors moi, je ne change pas de sujet. Mon coup de griffe, c'est pour Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, qui a tout de suite réclamé la reconstitution de la NUPES, toute honte bue. Et mon coup de cœur, en fait, pour la même raison, c'est l'ancien sénateur David Assouline, qui est membre de la direction du PS, qui refuse de s'allier avec un parti qui a fait une campagne, dit-il, anti-juive. Alors, j'ai cité Olivier Faure, mais j'aurais pu citer Sandrine Rousseau,
qui trouve que finalement, apparemment, l'antisémitisme, c'est un point de détail, comme aurait dit quelqu'un d'autre à une autre époque, ou alors Fabien Roussel, dont on vantait la différence avec Jean-Luc Mélenchon, mais qui lui aussi veut aller à la soupe, et, donc même, c'est un renoncement. Et même François Ruffin. Donc c'est un renoncement. Donc ce qu'il faut dire, c'est que votre coup de griffe, parce que il y a effectivement cet antisémitisme dans l'action parce qu'il y a chez les anciens alliés de LFI une indifférence totale à ce qui a été le moteur du score tout à fait honorable que soulignait Tristan dans la France insoumise aux européennes. Alors Judith, justement, à propos de LFI, s'il n'y avait pas eu la dissolution, cet événement inattendu qui a eu lieu hier, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait des ajustements et des remises en question à l'intérieur de la France insoumise. Est-ce que dans ces conditions-là, elles peuvent avoir lieu ? Je pense, mais... On parlait d'Alexis Corbière qui allait peut-être entendre une voix un peu différente. Mais ça dépendra beaucoup de la façon dont les anciens alliés répondront au cri de Jean-Luc Mélenchon qui a lancé son « à la soupe » dès ce matin. Ouais. Si ça ne répond pas, alors là, effectivement, les opposants pourront espérer infléchir la ligne et peut-être affaiblir un peu Jean-Luc Mélenchon, mais la structure ou l'absence de structure de la France insoumise est telle, vous savez qu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'investiture décidée démocratiquement, et il n'y a pas d'adhérents, et le programme se fait entre Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet. Ouais. Donc une fois que vous avez dit ça, attendre qu'un débat s'installe dans ce type de structure, c'est quand même très douteux. Et on peut imaginer par exemple qu'Alexis Corbière rejoigne un parti social-démocrate, enfin une tendance social-démocrate ? Ce serait le moment ou jamais pour lui. En tout cas, on ne peut pas imaginer que tenant un discours critique, comme il l'a tenu vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, il fasse partie des gens qui seront le mieux soutenus par la France insoumise. Bien sûr. Alors, Tristan. Le coup de cœur, c'est sur la participation, parce qu'elle est en hausse. Et on n'a pas l'habitude... Alors, on ne l'a pas souligné d'ailleurs dans l'émission, elle est de plus de 52%. Tout à fait. Parce que 54 en France métropolitaine, à peine 52, ce qui est le meilleur score depuis 30 ans. Oui, le meilleur score depuis 30 ans dans une élection européenne, bien sûr. Pour monter, je crois, en 1994, c'est ça, précisément, pour retrouver ce même niveau. C'est un coup de cœur parce qu'on n'a plus l'habitude de souligner des augmentations de participation. C'est le cas, c'est vrai, en 2019. Mais on a souvent quand même d'habitude le refrain inverse, de voir une période de dépolitisation où finalement le grand public se détourne des enjeux politiques, de voir qu'il y a finalement plus de participation. Je trouve qu'il faut, vous l'expliquez ? Il faut le souligner. Mais c'est quand même un scrutin européen qui s'inscrit dans un contexte géopolitique compliqué. Ouais. Avec d'un côté quand même 2 ans et demi de guerre en Ukraine. On a parlé de Gaza évidemment aussi. Donc ça crée des inquiétudes dans l'opinion. Et puis, évidemment, il y a aussi les ressorts nationaux avec l'antimacronisme qui a pu pousser quelques-uns à venir se déplacer aux urnes, quelles que soient les raisons. Je pense qu'il faut toujours se satisfaire de voir la participation qui augmente. Alors, cette participation, il faut le dire, c'est 8 points de plus qu'en 2014. Oui. Et 1,5 point de plus qu'en 2019. Hein, exactement, 1,5 point. Il ne faut pas oublier qu'en 2009, il y avait eu 60% d'abstention aux élections européennes. C'est en ça que ce scrutin a changé de statut. En temps normal, c'est un scrutin qui était un scrutin à part dans le cycle électoral. Là, on a plus voté. Il y a eu une traduction politique très forte avec la décision du président de la République. Et comme le disait Alexis, il a peut-être, je dirais, enterré le macronisme, c'est-à-dire avec une défaite sur un scrutin intermédiaire inouï que n'avait jamais connu la majorité. Je mets de côté les municipales. Le coup de cœur. Coup de griffe. Ou coup de griffe. Pardon. Au macronisme, parce que finalement, cette défaite, elle vient en réalité de loin. Je dirais que le coup de griffe, c'est sur la manière dont ils ont dépolitisé justement la vie publique. Ça revient dès 2017. Cette façon d'aseptiser un petit peu la vie politique, de retirer un peu le sel qui faisait la force des anciens partis. Ça a créé finalement un éloignement quand même des citoyens
de la chose publique, malgré cette hausse de participation, une incompréhension aussi de certains enjeux. Tout se vaut. On voit des électeurs qui votent RN à une élection, à la gauche la suivante. Il y a quand même tout un mélange, une sorte de grande salade qui s'opère dans la vie publique. Ils y sont quand même en grande partie responsables. Et le refus de voir cela, le refus de sentir aussi ce qui se passait dans le pays, c'est quand même leur responsabilité. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retour du clivage gauche-droite ? On a vu un retour des socialistes, mais pas spécialement un retour de LR. C'est en fait des masses qui se déplacent. C'est davantage, il y a moins de doctrine maintenant et plus de sentiments. Les gens se reconnaissent envers un candidat, c'est beaucoup plus éphémère qu'à une époque. Alexis, alors moi, après Judith, je voudrais passer de l'autre côté de l'échiquier politique en allant plus à droite, avec comme coup de griffe les disputes qui ont jalonné la campagne entre Marion Maréchal d'un côté et Éric Zemmour de l'autre, qui, je pense, ont beaucoup nuit en fait à la dynamique de campagne, disputes qui ont plein de raisons et dont Tristan disait tout à l'heure qu'on n'a pas fini, qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Ce qui permet au passage de souligner quand même un paradoxe, qui est que ce parti qui prétend, et après tout ça pourrait se défendre, de faire l'union des droites, passant déjà à se bouffer le nez entre eux, c'est une chose, mais surtout à se disputer sur le point de savoir s'il faut mieux taper LR, ça c'était la thèse de Marion Maréchal, ou taper le RN, c'était la position d'Éric Zemmour. Mais un parti qui veut faire l'union et qui passe son temps à taper soit sur les uns, soit sur les autres, à l'arrivée sur les deux, ça ne me paraît pas, du point de vue de la doctrine politique et du positionnement, le meilleur choix. Et à côté, le coup de cœur, je dirais que c'est la campagne de François-Xavier Bellamy, qui partait quand même avec un sacré sac sur le dos qui était l'étiquette LR, qui finalement se débrouille assez bien dans les événements de campagne qu'il a su créer à la fin de la campagne. On l'a vu à Sciences Po, on l'a vu prenant à partie Emmanuel Macron et son omniprésence télévisuelle, on l'a vu quand Attal s'est invité sur Radio France. Il s'est assez bien débrouillé, il a su créer des moments amusants qui, dans une campagne, comptent. Et pertinents. Et donc, de ce point de vue, c'est une réussite. Alors, c'est vrai que le résultat n'est pas grandiose, 7%, mais en même temps, si on voit que ce résultat est obtenu avec d'un côté 5%, un peu plus de 5% côté Marion Maréchal et 32% côté RN, c'est quand même pas mal. En tout cas, il a vraiment limité la casse. Et une position minoritaire dans le groupe majoritaire au Parlement européen et qui était assez compliquée. Qui était compliqué à gérer, et des amis qui l'ont quand même pas tous. Non, pas tous. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'a pas eu un parti très enthousiaste derrière lui. Et un bruit de fond très compliqué pour lui. D'un côté, et c'était son rôle, il tapait sur la majorité en place, et de l'autre, on entendait des rumeurs d'alliance, de gouvernement droite Renaissance. Je suis d'accord avec Alexis, il a fait une très très belle campagne et il a réussi à mettre à distance l'étiquette LR, qui est une étiquette relativement démonétisée chez beaucoup de Français, y compris à droite. Alors, est-ce que LR va pouvoir rester avec la même direction ou ils vont être obligés de... Ça va être compliqué, les législatives. Moi, mon sentiment, c'est que ces affaires de direction, d'étiquette, ne sont pas fondamentales. Qu'est-ce qui compte pour un parti ? C'est d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Donc soit quelqu'un au sein de LR arrive et dit « maintenant c'est moi », donc pour aller vite, soit Laurent Wauquiez, soit éventuellement David Lisnard dit « j'y vais », et le dit de façon convaincante, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut que des gens vous suivent, il ne suffit pas de se lever. Il faut que, et à ce moment-là, LR, que ça s'appelle LR ou autre chose, continue, soit ni l'un ni l'autre ne le fait, petit 1, petit 2 n'y arrive l'ayant fait, et à ce moment-là, tout ça va s'effilocher. Ça va être le moment ou jamais, là. David Lisnard a déjà annoncé qu'il présenterait des candidats Nouvelle Énergie aux législatives sous son étiquette. Ça y est, il se lance. Frédéric. Alors, on vous a laissé le temps. Merci, c'est très gentil. Alors, coup de griffe, un petit peu d'autopromotion. Coup de griffe pour Jean-Luc Mélenchon, qui, dans les derniers jours de la campagne, n'a fait que taper sur les sondages en disant qu'à 20h, ce serait le ridicule pour les instituts. Il l'a encore fait à 8h moins le quart, dimanche. Depuis, il a fait son mea culpa. Il en a... Je ne pense pas, non. Ah bon ? Il en a été, c'est pas le genre de la maison, il en a été pour ses frais, et j'ai été frappé que plusieurs leaders des Insoumis, y compris Mathilde Panot, que j'ai pu contredire sur TF1, avaient dit que les estimations de Valérien, qu'en 2022, Jean-Luc Mélenchon avait finalement eu 3 points de plus au début des estimations et à la fin, c'était bien sûr faux, donc c'est
très intéressant. Ça rappelle le Jean-Marie Le Pen qui remettait en cause l'établissement politico-médiatico-sondagier. Donc, une forme supplémentaire de trumpisation chez Jean-Luc Mélenchon. Et le coup de cœur, j'aimerais qu'on sorte de la politique, même si c'est notre passion. Il y a eu un événement formidable hier. Il y a eu un jeune Espagnol qui a gagné Roland Garros, qui s'appelle Carlos Alcaraz. Vous avez eu le temps de le regarder? Absolument pas. J'avais réussi à voir la finale de 2009 parce que Federer, c'était un jour d'élections européennes. Il avait fait ça en 2 heures. Là, ça durait quasiment 4 heures. Mais c'est formidable d'avoir l'Espagne donner de tellement beaux champions l'année de la retraite quasiment de Rafael Nadal, alors que nous, Français, nous n'arrivons pas, malheureusement, à dépasser la 2e semaine. Ah oui, c'est difficile. Et on peut peut-être donner un coup de cœur d'honneur, Frédéric est trop modeste pour le faire lui-même, au rolling de l'IFOP, le sondage quotidien publié par Le Figaro, parce qu'il est arrivé par le passé que des instituts de sondage se trompent dans des campagnes, mais alors là, s'il y a bien un sondage qui était juste de bout en bout à la virgule près, c'est le rolling de l'IFOP opéré par Frédéric Dabi et Jérôme Fourquet, donc c'est mon coup de cœur d'honneur. Et fiducial, merci. Alors, et fiducial, le partenaire. Il faut effectivement vous remercier de ce beau sondage qui a eu un grand succès dans Le Figaro, il faut le dire. Vous l'avez dit, oui. Et je l'ai dit d'ailleurs, quand vous l'avez présenté récemment en petit comité, c'est un sondage qui a été suivi avec grande attention, on l'a vu à travers nos internautes qui se jetaient dessus. Juste, on a quand même toujours une petite inquiétude le jour des résultats. Et un petit mot pour John Timsit, le journaliste du Figaro, qui s'est montré passionné, qui tous les jours écrivait des papiers très intéressants, trouvant des angles quotidiens différents. Merci Frédéric, merci Alexis, merci Julien.